Bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Info 7, mesdames, messieurs. Nous avons le plaisir de décortiquer encore l'actualité de la semaine sur ce plateau de Info 7. Et pour en parler, nous recevons pour vous, pour la énième fois, mais pour la première fois depuis le début de cette année 2024, Francis Chibalabala, à qui nous disons bonsoir. Bonsoir, madame la journaliste. Et Francis Chibalabala qui revient sur ces plateaux avec une autre casquette. En effet. Hier, vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, aujourd'hui élu à la Chambre basse du Parlement. Élu député national et député provincial à Massina. Député national à Tchangou. Député national et provincial à Massina. Donc réélu à Massina. Réélu. Voilà. Ok, après le processus électoral, comment est-ce que vous pouvez analyser ce processus électoral 2023 qui divise aujourd'hui la classe politique congolaise? Voilà, je crois que la CENI nous a donné des bonnes élections dans la mesure où, vu les temps lui impartis, vu le moyen mis à sa disposition, les fonds qui arrivaient au compte-gouttes, etc., et vu les délais constitutionnels qui étaient une ligne rouge à ne pas franchir, parce que, comme vous le savez, le président de la République, il est le produit des lits de pêche, et nous avons toujours prôné l'état de droit au sein de notre formation politique, le respect des textes, etc. Et on devait nous en tenir, bien entendu, à ces délais constitutionnels. Et la CENI, vous êtes journaliste, vous savez que déjà la mise en place du bureau, etc., tout ça, ça a pris du temps. C'est intervenu un peu tardivement. Beaucoup de retard, mais elle a fait tout son possible, je parle de la CENI, pour nous donner des bonnes élections, parce que pratiquement en dehors des territoires occupés par les groupes armés ou en proie aux violences des groupes armés, la CENI a organisé les élections quasiment sur tout le reste des territoires de la République. Je crois que ça n'a pas été facile, la logistique, etc. Il fallait déplacer le matériel et tout. Et maintenant, nous avons un président qui a été élu, nous avons des députés. Est-ce qu'au début, vous, personnellement, vous avez cru à tout ce que la CENI disait, notamment quand elle essayait de revenir et de rassurer le peuple congolais? Personnellement, j'étais un peu dubitatif parce que je me disais, vu les délais qui restaient pour atteindre la date butoir, je disais que matériellement, ça ne sera pas possible. Et le gouvernement a beaucoup de contraintes, a beaucoup de priorités, la guerre à l'Est, etc., le problème des fonctionnaires, tout ce que nous avons comme priorité, il fallait encore décaisser de l'argent. Vous savez, c'est pas facile de financer soi-même les élections comme on l'a fait, surtout que le mandat du président de la République a été ponctué par la Covid-19, etc. Nous avons perdu pratiquement des ans, la guerre à l'Ukraine. Il y a les conflits FCC-Cash, etc. Tout ça, ça a quand même préjudicié les gouvernements à mobiliser suffisamment de moyens. Mais heureusement que le gouvernement, à travers justement les présidents de la République, était déterminé à financer la CENI pour que celle-ci puisse nous donner des élections. Alors Francis Chibalabala, de votre côté, en tant que membre, je rappelle ici que vous êtes membre de l'Union Sacrée, membre bien sûr au sein de l'Union Sacrée de la Nation, mais vous êtes de l'UDPS, parti au pouvoir. Il y a des voix qui estiment que ce n'était pas du tout des bonnes élections, des élections qui ont été truquées par le parti au pouvoir. Non, je ne pense pas. Vous savez, nous, UDPS, au niveau de la députation nationale, nous avons raflé 69 sièges. Alors que le PPRD, en 2018, on avait plus. C'était plus de 100. Si réellement ce que les gens disent est véridique, je crois que les résultats sortis des urnes l'auraient prouvé. Mais en l'espèce, tous savons que 69, ça ne représente rien du tout sur 500 députés. Donc si on voulait truquer les élections, on se serait déjà rassuré d'une certaine majorité au sein de l'Assemblée nationale. Donc ce sont des accusations gratuites. Déjà, les gens préparaient déjà la contestation. Je parle des opposants et de tous ceux qui ont échoué à ces élections. Pour eux, il y a eu tricherie, il y a eu fraude, etc. Je crois que le paysage politique actuel
est réellement le reflet des résultats sortis des urnes, les reflets de la volonté de la population. On ne veut pas aujourd'hui accuser la CENI ou le parti au pouvoir parce que les réalités contrastent avec ce que les gens racontent dans la rue. Alors, Francis Tchibalabala, qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez au niveau provincial, aujourd'hui vous êtes au niveau national. Et comment est-ce que vous êtes arrivé à obtenir cette confiance de votre population? Voilà, le secret c'est le travail. Le travail parce que, vous savez, nous sommes des représentants du peuple. La population vous a donné un mandat pour la représenter. Lorsque vous y allez, vous devez réellement travailler pour cette population. Et vous avez réellement travaillé pour elle? Et nous avons travaillé, nous avons un bilan. Et fort de ces bilans, la population a estimé qu'il faudra qu'elle puisse me renouveler un deuxième mandat au niveau provincial, mais aussi me lire massivement au niveau national pour que ce que j'ai fait, ou les plaidoyers que j'ai eu à mener au niveau de l'Assemblée provinciale pour la commune de Massina, soit répercuté bien entendu sur les districts de la Tchangou. Donc la population n'a jamais été dupe, je l'ai toujours affirmé haut et fort, n'a jamais été dupe dans la mesure où si réellement vous travaillez pour elle, elle sera toujours reconnaissante, elle ne se laissera pas manipuler par des mauvaises langues pour qu'elle prenne une position qui soit contre les intérêts de ceux ou de celui qui ont ou qui a travaillé réellement pour elle. Donc la population a été très reconnaissante à mon endroit et je crois que le fait pour moi d'être élu au niveau national et provincial, ce n'est pas, à mon avis, un privilège, c'est pas un honneur. Et c'est quoi alors? Parce qu'on a l'impression que c'est une responsabilité. Je considère ça comme étant une responsabilité. Vous êtes sincère avec ce que vous dites? En effet. Parce que plusieurs le disent une responsabilité, mais dans les faits, c'est pas ce que nous vivons. Non, mais j'ai eu à exercer un premier mandat. Mon bilan est éloquent quant à ça. Donc quand je dis que c'est une responsabilité, ça veut dire que à l'Assemblée nationale comme à l'Assemblée provinciale, tout dépendra de là où la population, où ma base décidera que j'ai pu siéger. Partout où je serai, je continuerai à être réellement le porte-voix de cette population. Alors vous parlez de votre bilan qui est éloquent. Qu'est-ce que vous avez concrètement fait pour cette base? Voilà, je crois qu'en tant qu'élu, nous avons 3 missions en principe. 3 missions et 2 principales. Représenter la population. J'ai représenté valablement la population de Massina. En quoi faisons? En ce que j'ai plaidé pour la réhabilitation de l'avenue Matankoumou. Je l'ai même intégré dans le budget de la ville à 3 reprises. Mais l'exécutif a avancé des raisons fallacieuses ou réelles de manque d'argent pour la construction de cette avenue. Et je crois que le travail des parlementaires, je l'ai fait. J'ai plaidé pour la réhabilitation de l'avenue Roi Baudouin, Bolengue, appelée Bolengue. Et cette avenue est en construction parce qu'ils n'ont pas fini. Ils ont quand même avancé, je crois qu'ils ont fait plus d'1 kilomètre. Et ils sont en train de progresser, mais quelque part là, c'est pas bien fait. Et je profite aussi de votre micro pour inviter le DG de l'OVD à aller superviser les travaux qui s'effectuent là-bas. Donc ce ne sont pas des travaux de qualité. Et je crois que... Là c'est sur l'avenue Roi Baudouin. Roi Baudouin. Okay. En dehors de ça, j'ai plaidé pour la réhabilitation des écoles dans ma circonscription. L'école Ndingambote, l'école Fumumvuti, l'école ISCOM. J'ai plaidé pour l'installation des transformateurs dans certains quartiers de Massina. Et ça a été quartier fait? Boba, ça a été fait, mais quartier Mapé, là, ça n'a pas encore été fait. Nous sommes dans des démarches, nous continuons. C'est-à-dire nous avons plaidé pour l'insécurité dans notre commune. Nous avons joué aussi un rôle majeur en tant qu'acteur politique. Donc vous voulez nous dire que dans ce coin, la population dort paisiblement? Non, non. C'est-à-dire que vous savez, résoudre l'insécurité dans un coin de la capitale, c'est un processus au fait. Ça implique beaucoup d'acteurs, il n'y a pas que le politique. Nous sommes là, nous pouvons jouer notre rôle, celui de plaider pour que l'État vienne résoudre ces problèmes d'insécurité. Nous pouvons aussi, en tant qu'acteurs, en tant que leaders, conscientiser ces jeunes qui sont à la base de l'insécurité grandissante dans notre... Donc vous voulez parler des jeunes communément appelés Kuluna? En effet, nous les avons moralisés. Dans certains coins, en tout cas, il y a accalmie totale depuis un certain moment. Nous avons d'ailleurs formé ces jeunes-là en leur apprenant le métier, parce que j'ai un centre de formation
que j'ai mis sur pied depuis 4 ans. Et nous formons gratuitement les gens, les jeunes, les papas, les mamans, etc. Gratuitement? Gratuitement, en effet. D'ailleurs, nous en venons encore de commencer. Ils ont commencé depuis le 29 janvier. Et quelles sont les conditions pour prendre Non, il suffit de se présenter au centre. Juste ceux de votre district ou votre base, ou tout le monde? À la base, c'est Massina, les habitants de Massina. Comme je suis élu de la Tchangou aujourd'hui, les habitants de la Tchangou. Mais même d'ailleurs de Kinshasa, je suis élu national aujourd'hui, je représente la nation dans une certaine mesure, et toutes celles et ceux qui sont intéressés, ils peuvent aller à son fil s'inscrire et commencer la formation. Déjà, ils sont en retard parce que c'est depuis le 29 janvier que les formations avaient débuté. Et le centre se trouve précisément où? À son fil sur l'avenue Aleko numéro 13. Alors, madame, messieurs, prenons ce premier dossier de notre rendez-vous de la semaine. Vous le savez, la partie est de la République démocratique du Congo est sous menace. La recrudescence des attaques dans ce coin du pays, on en parle dans ce premier dossier. Sukoi pepo ya mapinga mekolo Congo démocratique baibaki na kobeta lobi pe kobenga na munguna bisika bié. Nous provenons de la colline, là où il y a eu des frappes de l'armée congolaise pour repousser l'ennemi. Il y a ici plusieurs morts. On descend pour rejoindre Saké. La population s'empresse pour venir voir de ses propres yeux, bien qu'il y a des bombes qui retentissent encore jusqu'à présent. Ici derrière moi, ce sont des Wazalendo qui veillent sur la sécurité de la nation. Les Wazalendo se réjouissent comme vous le voyez vous-même. Ils sont déterminés à combattre jusqu'au sacrifice suprême. Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, a effectué ce vendredi 9 février 2024 une visite de travail de 24 heures à Goma au Nord Kivu. Accompagné du chef d'état-major général de FARDC, Jean-Pierre Bemba est venu s'enquérir de la situation sur terrain et apporter un réconfort à la population de Goma et ses environs, mais aussi au FARDC. Ces derniers abattent un travail exceptionnel sur le terrain. À son arrivée, il a présidé une importante réunion au centre de coordination des opérations. Il était convié à cette réunion le chef d'état-major général de FARDC, les coordonnateurs des opérations, les gouverneurs militaires du Nord Kivu et les membres du comité provincial de sécurité. Une présence remarquable, celle de la force de la SADC et de la MONUSCO. Les questions sécuritaires et opérationnelles ont été passées au peigne fin lors de cette réunion. Aussitôt après, il a rendu visite au gouverneur de province. Il s'est fait accompagner du chef d'état-major général dans le territoire de Massissi. A-t-il indiqué aux médias sur instruction du chef de l'État pour réarmer le moral de la population des FARDC et des compatriotes Wazalendo. Tout est mis en œuvre, a-t-il précisé, pour la défense de l'intégrité territoriale et la protection de la population de notre pays. Nous sommes venus accompagnés de Kinshasa avec le chef-major général et sa délégation à la demande du chef de l'État, le commandant suprême, pour pouvoir d'abord s'enquérir de la situation, mais également apporter un réconfort à toute cette population, à Saké, qui a vu ici les affres de la guerre violente provoquée par l'ennemi que vous connaissez, qui nous a imposé la guerre, c'est le Rwanda, là-dessus. C'est un message de réconfort, de soutien, également à nos forces armées, à nos amis des forces qui sont ici présentes, la SADC, nos frères Wazalendo qui se battent également, que nous félicitons pour la défense de notre territoire. Ça nous a permis également de voir les blessés de guerre, de soutenir également les familles qui sont endeuillées, plus de 12 familles qui sont aujourd'hui endeuillées au niveau de Goma. Au nom du président de la République, on leur a remis le soutien également qu'il a envoyé afin de pouvoir quelque peu les consoler et permettre qu'on puisse enterrer dignement ces victimes de la barbarie d'un État qui s'appelle le Rwanda. Je peux vous dire que tout est mis en œuvre pour que ça ne tombe pas. Tout est mis en œuvre dans ce sens. La population, qu'elle puisse être sereine, le chef de l'État ne dort pas.
commandant suprême ne dort pas. Il, jour et nuit, il suit la situation ici. Et comme je vous le dis, tout est mis en œuvre au niveau de nos forces armées pour pouvoir en faire en sorte que soit Saké, soit Goma et que ça soit protégé et que tous les territoires. Après ses courts séjours de travail, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a repris son avion pour Kinshasa. De cœur avec les Congolais de l'Est de la République démocratique du Congo qui font face à cette recrudescence de l'insécurité. Francis Chibalabala, votre réaction face à cette recrudescence de l'insécurité dans ce coin du pays? Voilà, je crois que nous devons que condamner cela. Vous savez, la population de l'Est vit dans une situation depuis plus de 20 ans. À un moment donné, ça doit s'arrêter. Il y a des efforts qui sont déployés par les présidents de la République pour que revienne définitivement la paix dans cette partie de la République, qui sont en train de porter leurs fruits. Il est certes vrai que la paix n'est pas encore revenue totalement, mais il y a quand même une avancée. Les gouvernements, à travers nos forces armées, continuent à combattre justement cette nébuleuse du M23 et ses ramifications pour que la paix revienne définitivement. Alors aujourd'hui, il y a deux voix, par exemple Israël qui propose un dialogue entre Kinshasa et Kigali. Voilà, moi je crois que ça sera un énième dialogue qui va nous faire perdre le temps inutilement. Nous avons tout fait, le président de la République, c'est un grand diplomate. Il a... après son élection, son investiture comme président de la République, il a tendu la main à notre voisin, le Rwanda. Il a tendu la main à Kagame, il a sympathisé avec lui. Il a même appelé mon frère. Il y a eu, voilà, même mon frère, etc. Il y a eu des relations diplomatiques qui étaient revenues, etc. Et il y a eu même des négociations, qui étaient en cours des entre approches, la RDC des projets communs, etc. pour le développement de la sous-région. Malheureusement, il n'était pas franc à l'endroit du président de la République. Il ne jouait pas franc jeu. Déjà, pour moi, je suis très sceptique par rapport à l'issue justement de ces négociations. Je ne suis pas convaincu que ça va aboutir. Parce qu'en face, nous avons des gens qui sont de très mauvaise foi, qui voudront jamais qu'il y ait une solution pacifique parce qu'ils savent que la solution pacifique va leur priver des intérêts qu'ils bénéficient aujourd'hui en faisant main basse à nos ressources. Donc ils gagnent plus, ils ont besoin qu'il y ait l'instabilité, ils ont besoin que la guerre continue pour qu'ils continuent à gagner. Il y a des puissances qui sont derrière, etc. Donc je crois qu'il n'y a que par la force que nous allons remettre justement le Rwanda à l'endroit, remettre Kagame à l'endroit. Félix Tshisekedi avait dit si une bombe tombait sur le sol de Goma, on allait réagir. Mais les Congolais se posent la question, pourquoi la réaction tarde? Non, mais écoutez, est-ce que nous avons croisé le bras? Je ne pense pas que nous avons croisé les bras. Mais ce n'était pas de ça que le président parlait. S'il vous plaît, vous savez, même Poutine, avant d'aller en guerre contre l'Ukraine, il a utilisé la voie démocratique, il a exercé des menaces, et au bout de compte, lorsqu'il s'est rendu compte que tout est réuni, les ingrédients sont réunis pour lancer cette offensive, il l'a lancé, mais ça fait des ans que ça dure. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Le président de la République l'a dit, bien sûr. Il ne s'est pas dédié jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, ce qui veut dire que les propos du président sont valables jusqu'aujourd'hui. Mais il y a un processus. On ne peut pas directement comme ça déclarer la guerre au Rwanda sans qu'on puisse réunir justement tout ce dont on aura besoin pour que nous puissions réussir. Nous ne pouvons pas nous lancer dans une aventure que nous allons perdre. Une aventure perdue d'avance. Non, nous devons bien entendu mûrir la décision, se préparer pour qu'il y ait du succès lorsque l'offensive sera lancée contre le Rwanda, parce que
il est clairement affiché que c'est le Rwanda qui est en train de nous agresser à travers l'M23 qui est son bras séculier. Alors Francis Chibalabala, vous savez très bien que la guerre en RDC n'a pas commencé aujourd'hui, elle date de très longtemps. Félix Antoine Tshisekedi est venu, il a tout mis en place pour que la paix redevienne dans l'est du pays. Aujourd'hui, on n'a toujours pas cette paix. Qu'est-ce que la RDC n'a pas encore fait et qu'elle devra faire pour qu'on ait la paix dans ce pays? Vous savez, quand vous faites le parallèle avec d'autres nations à travers le monde qui sont en proie aux violences, etc., ce n'est pas par coup de baguette magique que la paix va revenir. Cette situation dure depuis plus de 20 ans. Cette situation a créé beaucoup de ramifications. Il y a des gens qui se retrouvent économiquement par rapport à cette guerre. Il y a des tops au sein de notre armée. Il y a des Congolais qui sont en train de profiter de cette situation chaotique pour se faire de l'argent. Il y a des étrangers, etc. C'est-à-dire que ce n'est pas du jour au lendemain que la paix va revenir. C'est un processus. Et le président a commencé d'abord par utiliser la voie diplomatique qui a montré ses limites. Et il a décidé maintenant d'intervenir militairement pour repousser l'M23 hors des frontières de la République. Et qu'est-ce qu'il devait faire préalablement? Il devait d'abord recruter, parce que l'effectif n'était pas impressionnant de notre armée. Il fallait commencer par recruter. On a recruté plus de 80 000 Congolais qui ont accepté de défendre leur nation. Il faut les former, il faut les équiper, etc. On a équipé notre armée. On a vu autant de Congolais qui étaient en formation, notamment dans le Haut-Lomami. J'ai vu comment ils étaient formés et on a vu que c'était une détermination C'est-à-dire qu'il fallait maintenant mettre sur la table l'option militaire. Et c'est ce qui a été fait. Aujourd'hui, si le président de la République n'avait pas équipé notre armée, n'avait pas formé notre armée, peut-être que l'M23 aurait progressé de manière sensible. Mais on voit comment il y a des traîtres au sein de notre armée et tout ça, je crois que l'équation était quand même compliquée et le président de la République a pris la mesure de l'action. Je crois que les solutions sont en train de tomber et positivement et dans les jours qui viennent, je crois que nous viendrons à bout de cette nébuleuse. Déjà, il y a pas plus tard, il y a je crois 2 jours, nos forces armées ont pilonné les positions du M23 et nous avons récupéré des villes. Beaucoup de morts dans le camp du M23. En effet, nous avons récupéré beaucoup de villes qui étaient dans les girons du M23. On voit également Corneille Nangaa qui était président de la Commission électorale nationale indépendante dans ce camp-là, contre son propre pays. Je crois qu'il y a des décisions qu'on prend dans la vie qui risquent de vous éclabousser. Des décisions qui risquent de jouer contre vous. Vous savez, personnellement, j'arrive pas à comprendre l'attitude du président, de l'ancien président de la CENI. Il a été président d'une institution d'appui à la démocratie. Ça veut dire qu'on ne peut pas, pour lui, on ne peut pas accéder à la magistrature suprême sans que vous ayez bénéficié du suffrage de la population. Aujourd'hui, il s'est positionné rebelle pour venir faire un coup d'État, bien entendu. C'est-à-dire c'est paradoxal. C'est vraiment paradoxal. Je n'en connais pas ses motivations, mais personnellement, il a fait un très mauvais choix. Il a vendu une très mauvaise image des Congolais. Est-ce que peut-on dire qu'il était déjà dans cette démarche, bien qu'il était encore président de la CENI? Bon, je ne sais pas déduire. Parce qu'on ne peut pas se réveiller d'un matin, on a directement des contacts avec des rebelles et on annonce. Bon, vous savez, c'est ce que je suis en train de dire. Vous savez, le président de la République, son attachement pour le pays, sa détermination à sortir le pays dans le gouffre qui se trouve ou qui s'est trouvé, n'enchante pas beaucoup des compatriotes. Vous comprenez? Mais pourquoi alors? C'est pour ses intérêts particuliers, des intérêts catégoriels qui s'est retrouvé de l'autre côté, du côté des rebelles. C'est-à-dire pour ses intérêts personnels. Le président de la République a pour la loi suprême, comme l'a toujours dit le président, c'est les saluts du peuple, c'est la loi suprême. C'est-à-dire que le président n'est pas là pour ménager les individus, il est là pour travailler pour l'intérêt des Congolais. Mais il y a des gens, des Congolais, qui pensaient que les désordres qu'on a vécus dans ces pays allaient se pérenniser
et que les présidents sont venus faire un coup d'arrêt, bien entendu, à ces désordres, et qui ne se retrouvent pas dans l'ordre qui est en train d'être installé, mécontents, ils se retrouvent du côté des rebelles. Ça, donc ce sont des mécontents qui ont décidé de rejoindre... Bien entendu, parce qu'ils savent que si on va aux élections, avec les présidents, ils n'allaient pas gagner. Et même les dauphins du président, au vu du bilan qui sera le sien en 2028, je crois que même les dauphins vont gagner les élections. Donc, ils ne veulent pas prendre le pouvoir de manière démocratique. Ils veulent utiliser cette voie-là moyenâgeuse, bien entendu, pour accéder à la magistrature suprême. Madame, Messieurs, prenons à présent ce deuxième dossier. Cannes 2023, les Léopards ont réussi donc à mettre ensemble l'opposition et la majorité. Tout le monde était engagé pour la victoire des Léopards à cette grande messe sportive. Avant de terminer sa communication, le président de la République a exprimé sa totale désapprobation au regard du mauvais traitement réservé à nos supporters qui ont fait les déplacements d'Abidjan pour assister à la demi-finale contre la Côte d'Ivoire dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations, notamment la diminution d'espace leur réservé dans les tribunes, l'interdiction d'accès des calicots et aux différents supports des dénonciations de l'agression rwandaise dont notre pays est victime. Pour réagir à cette attitude outrageante, notre équipe nationale ne s'associera plus, jusqu'à nouvel ordre, à une quelconque activité ou initiative de solidarité portée par la CAF. Dans les mêmes ordres d'idées, le président de la République a ouvert un débat sur les déroulés du match entre la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire, ainsi que la couverture par certains médias. Le Conseil de ministres a adressé une sévère mise en garde, particulièrement à France 24, ainsi qu'à d'autres médias pour la diffusion de certaines informations durant cette compétition qui ont écorné l'image de la République démocratique du Congo. Ceci est inadmissible. Dans l'ensemble, la RDC n'est pas ridicule, se retrouve dans les top 4, au départ tout à fait sous-estimé, mais ils ont fait un parcours honorable et respectueux. Je crois que les coachs, on vient de changer un tout petit peu. La vie, c'est comme ça. Il y a des hauts et des bas. Aujourd'hui, la RDC n'a pas eu la chance d'accéder en finale, mais elle n'a pas été ridicule. Elle a fait un tournoi magnifique et pour l'avenir, parce qu'il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde qui s'enchaînent. Il y a d'autres compétitions, je crois que l'essentiel est fait. Mais le tournoi en lui-même est magnifique. On est content de l'organisation ici en Côte d'Ivoire. Les installations, l'accueil du peuple ivoirien, tant mieux pour l'avenir du football africain. Alors pour mettre fin à la guerre dans la partie est de la RDC, la population avait demandé, le gouvernement a répondu positivement et là on signale déjà le processus de retrait de la MONUSCO dans l'est du pays. Est-ce qu'une solution pour enfin obtenir la paix? Bon, je crois que la MONUSCO a montré ses limites. Elle est en RDC depuis plus de 2 décennies. Et je crois qu'une équipe, on change une équipe qui n'a pas gagné, une équipe qui a perdu. Une équipe qui n'est plus performante. Mais au vu des assignations de la MONUSCO, au vu des missions lui assignées, la MONUSCO n'a pas atteint des résultats qui soient acceptables par les Congolais. La paix n'est pas revenue dans notre pays. L'insécurité galopante, des tueries, on compte des morts tous les jours. Malgré la présence de la MONUSCO, on n'arrive pas à endiguer les mouvements rebelles qui sévissent dans la partie est de la République. C'est-à-dire que la MONUSCO a démontré ses limites. Il était temps qu'elle parte. Je crois que le retrait, pour nous, c'est un ouf de soulagement pour qu'elle parte définitivement et que nous reprenions nous-mêmes les contrôles, nous reprenions nous-mêmes la sécurité de notre territoire et des Congolais. Je crois que les FARDC sont suffisamment équipés aujourd'hui, sont suffisamment formés et elles sont motivées pour défendre la patrie. Et je crois qu'on ne peut que saluer ces retraits progressifs
mais nous voulons qu'on puisse accélérer ces retraits pour qu'il y ait quand même fin des désordres. Parce que la MONUSCO est aussi à la base de beaucoup de désordres dans notre pays. Il y a des agents de la MONUSCO qui se sont dérobés de leur mission reconnue et ils se sont adonnés aux activités commerciales, par exemple. Ils sont dans le minerai, ils sont dans la vente des trucs, etc. dans notre pays. Et là, je crois que, étant donné qu'ils se sont dérobés de leur mission première, ils doivent que partir et laisser notre pays entre les mains des Congolais parce que nous sommes suffisamment matures pour assurer notre propre sécurité. Alors, nous avons tous suivi pendant la campagne électorale des déclarations, notamment des M23, qui ont soutenu certains candidats présidents, mais même Corneille Lunga, qui avait fait une déclaration en apportant également son soutien à certains candidats présidents. Et aujourd'hui, on a la recrudescence de l'insécurité dans ce coin de la République démocratique du Congo. Pensez-vous que ces personnes qui ont obtenu le soutien de M23 seraient aussi de l'intérieur impliquées dans la guerre de l'Est? Vous savez, hein, c'est ce que j'ai dit lors de mon précédent propos, que le président de la République n'est pas aimé par des Congolais qui ont double face, n'est pas aimé par des étrangers, parce qu'il s'est érigé en barrière contre l'anarchie qui s'observait dans notre pays, contre le membas qui se faisait dans nos minerais, etc., contre les désordres qui régnaient dans notre pays. Et il n'y a que des Congolais vrais qui peuvent accompagner l'action du président. Voilà pourquoi, lors des élections de décembre 2023, il a fait un triomphe. C'était un plébiscite pratiquement. Tous les Congolais, dans leur grande majorité, avaient voté pour les présidents de la République. Et comment voyez-vous la position? Et ceux qui soutiennent, qui ont soutenu notre candidat, c'est parce qu'ils ne se sont pas retrouvés dans la politique du président. Il consistait, bien entendu, à faire des individus des intouchables, à faire des individus, à leur accorder beaucoup plus d'avantages aux dépens des Congolais qui sont meurtris, qui ont faim, qui n'ont pas assez de moyens pour envoyer leurs enfants à l'école, qui n'ont pas de moyens pour bénéficier des soins adéquats. Vous comprenez? Donc, c'était leur droit aussi les plus légitimes, mais la population avait fait un très bon choix parce que nous avions estimé qu'il n'y a que les présidents de la République qui avaient une volonté affichée de changer radicalement la situation. Alors Francis Tchibalabala, nous parlons de la CAN 2023. Il y a les Congolais lors de la demi-finale, notamment Côte d'Ivoire, RDC, des Congolais qui n'ont pas pu avoir accès au stade déjà au début du match. Comment est-ce que vous pouvez réagir face à cette situation qui a fait parler plus d'une personne et même le président de la République, Félix Tshisekedi? Bon, je crois que ces traitements-là ne méritent pas de acclamations. Nous devons fustiger les attitudes qui vont dans le sens de restreindre les libertés de nos compatriotes, surtout qu'il s'agissait d'une compétition africaine, une compétition à laquelle la RDC s'était hissée dans le dernier carré et que c'était notre match. Je crois qu'on devait laisser l'accès libre à tous ceux qui avaient des titres pour accéder au stade. Malheureusement, on a constaté qu'il n'y avait pas assez de Congolais. C'est dans les coulisses qu'on apprend qu'on avait obstrué l'entrée à beaucoup de nos compatriotes qui devaient aller justement soutenir notre équipe. Bon, au-delà de messages, je crois que nous voyons dans des stades, même à travers le monde, qu'il y a des messages qui sont distillés. Nous voyons des joueurs, après avoir marqué les buts, ils ont un t-shirt à l'intérieur avec des inscriptions qui font passer de messages. Donc on ne pouvait pas interdire à nos compatriotes de le faire, surtout que si nous sommes allés à l'est du pays, ce n'est pas que toutes nos pensées y étaient. Et excusez-moi, si nous sommes allés à la CAN, toutes nos pensées n'y étaient pas. Nous pensions aussi à nos compatriotes qui sont en train de tomber tout le jour. Nous pensions à l'insécurité due par les M23 et le Rwanda. Je crois que c'était quand même de bonne loi qu'ils puissent
ramener au stade des banderoles avec des inscriptions. Malheureusement, Canal+ n'a pas pu montrer cela. Qui condamnait justement cette agression et qui condamnait en même temps les silences coupables de la communauté internationale face à plus de 12 millions de morts depuis que cette nébuleuse M23, Kunda, Abattoir, etc. a commencé. Donc, je crois que le président de la République a levé une très bonne option de condamner et d'interdire même la participation de notre équipe à des activités organisées par la CAF. Ce n'est pas la compétition, les activités organisées par la CAF, etc. Je crois que c'est un message qu'on a lancé à l'endroit de cette institution sportive pour que prochainement, qu'ils puissent nous regarder autrement, qu'ils puissent nous loger à la même enseigne que d'autres équipes. Est-ce que vous pensez que la RDC devra aussi sanctionner Canal+? Je crois que s'il m'était demandé de prendre une mesure comme ça, je la prendrais sans réfléchir à deux fois. Étant donné que Canal+ a censuré justement les images des Congolais qui passaient un message. Voilà, qui passaient un message. Surtout que nous ne demandons pas trop, nous demandons tout simplement l'implication de la communauté internationale pour que cessent les tueries à l'Est, pour que ces génocides cessent, pour que leurs auteurs soient jugés, condamnés et écroués en même temps. Donc, nous ne demandons pas le monde, nous ne demandons pas que la manne nous vienne, mais nous sommes justement en train de solliciter l'implication de la communauté internationale qui a une attitude à géométrie variable. Tantôt, secrètement, elle condamne ce qui se passe à l'Est, mais ouvertement, elle a une position ambivalente. Comment est-ce que vous avez trouvé la prestation des Léopards lors de cette compétition? Nous applaudissons nos représentants, nos ambassadeurs, donc je parle de joueurs. Ils ont fait un parcours impressionnant, parce que même nous, les Congolais, on ne pouvait pas pronostiquer que notre équipe allait atteindre ces niveaux de compétition. Et ils se sont hissés au dernier carré pratiquement, chose qui n'est plus arrivée depuis 2015. Et je crois que c'est quand même un exploit. Notre équipe est en reconstruction. Il y a quand même une avancée très significative. Il y a de quoi saluer la performance de l'équipe. Alors, madame, messieurs, place à présent à un autre dossier de Info 7. Il est enfin là, l'oiseau rare attendu en prélude de la formation du premier gouvernement du deuxième quinquennat de Félix-Antoine Tshisekedi. Augustin Kabouya, 54 ans, est désigné depuis 12 heures de ce mercredi 7 février 2024 par le président de la République, chef de l'État. Informateur, c'est consécutivement à la position occupée par le parti dont il est secrétaire général à la suite des élections du 20 décembre 2023. En effet, l'Union pour la démocratie et le progrès social était arrivée en tête des résultats provisoires en nombre des sièges législatifs. Aussitôt nommé, le nommé AK-47 a dit sa reconnaissance à son Dieu et au chef de l'État pour le choix porté sur sa personne. Je commence d'abord par remercier le Créateur des cieux et de la terre qui a permis que cette nomination puisse avoir lieu, et remercier aussi le chef de l'État en particulier qui a porté son choix sur ma personne. Ce n'est pas parce que je suis plus intelligent que tout le monde, mais c'est un destin. Dieu a voulu que ça se passe ainsi. Au bout d'une durée de 30 jours renouvelable une fois, l'informateur Augustin Kabouya Chilumba aura la charge d'identifier formellement une coalition majoritaire à l'Assemblée nationale permettant la formation du gouvernement, et c'est conformément aux dispositions de l'article 78 de la Constitution. À cette fin, M. Augustin Kabouya Chilumba consultera les partis, regroupements et personnalités politiques toutes tendances confondues appelés à siéger à l'Assemblée nationale. Homme politique de premier rang en RDC, Augustin Kabouya est un véritable animal politique ayant fait ses preuves. Chef de la famille politique du chef de l'État, le parti ayant obtenu plus de sièges que d'autres législatives, Augustin Kabouya a co-présidé l'Union sacrée de la nation avec brio, élu massivement sous les labels de son parti UDPS dans le Moamba.
Moana Bouté est bien parti pour mener à bien sa nouvelle tâche de l'informateur. Portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour, spécialement en son article 164 alinéa 1er, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013, portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en ses articles 54, 88 et 96 alinéa 2, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 août 2018 et spécialement en son article 68, la Cour constitutionnelle siégeant en matière d'interprétation de la Constitution, après avoir entendu le procureur général en son avis, se déclare compétente, dit la requête recevable, dit pour droit que l'article 110, alinéa 2 et 3 de la Constitution s'applique aux responsables publics dont les fonctions incompatibles sont postérieures à la validation de leur pouvoir, tandis qu'en cas d'antériorité, la question tombe sous le régime des droits d'option, celle entre l'exercice de fonctions incompatibles et la rénonciation à leur mandat électif ou l'inverse. En conséquence, dit que les membres du gouvernement, des cabinets ministériels et du secrétariat général du gouvernement, nouvellement élus députés nationaux, sénateurs, députés provinciaux, conseillers communaux, des secteurs ou des chefferies, et qui auront opté pour leur mandat électif, perdront d'office et immédiatement leurs fonctions incompatibles, leur intérim étant assuré de droit conformément à la Constitution, aux lois et règlements de la République. Dit en outre qu'il n'y aura pas lieu à paiement des frais d'installation. Quelles leçons tirées aujourd'hui de l'état de siège décrété dans la partie Est par le président de la République? Voilà. Je crois que personnellement, je trouve que la décision prise par les présidents son temps pour que qu'il y ait état de siège dans 2 provinces de la RDC, c'était une très belle décision parce que, comme vous le savez, ces provinces sont des provinces criminogènes, sont des provinces en proie à la violence des groupes armés, etc. Il fallait absolument qu'il y ait un état de siège qui allait conduire à la désignation des militaires à la direction de ces provinces, parce que vous savez que les militaires ont une autre lecture de situation belliqueuse que le civil. Donc ils ont une autre perception de choses et qu'il fallait absolument qu'il y ait des professionnels, des militaires pour qu'on puisse endiguer justement l'insécurité qui sévit dans cette partie depuis des lustres, et que au jour d'aujourd'hui les résultats escomptés, c'est vrai, ne sont pas au rendez-vous à 100%, mais il y a quand même une avancée notable par rapport à la réduction de l'insécurité dans cette partie de la République. Il est certes vrai que on s'entendait au retour définitif de la paix dans cette partie, mais il en demeure pas moins que c'est un processus. Nous sommes engagés résolument dans ce processus et je crois que nous sommes en train de bien évoluer. Pour moi, qu'on maintienne l'état des sièges, les temps que la paix, bien qu'il y a de voix dans ce point qui refuse, maintienne les temps que la paix revienne définitivement dans cette partie de la République. Même si c'est la durée, disons. Parce qu'il y a des résultats qui sont au rendez-vous. Je crois qu'on doit saluer ces avancées notables. Et les plus importants pour nous, c'est les saluts de la population. Comme le président l'a toujours dit, les saluts du peuple, c'est la loi suprême. Pour les présidents,
la population ou les populations de cette partie doivent vivre dans la quiétude, doivent vaquer librement à leurs occupations, ce qui n'est pas évident actuellement. Je crois que s'il y a des mesures qui vont dans les sens de mettre la population à l'aise, de rencontrer les défis qui rencontrent la population, je crois qu'il faut les saluer plutôt que formuler des critiques parfois inutiles en l'endroit des mesures de Alors, aujourd'hui, plus jamais seul, c'est un message que les Congolais à travers le pays, on a même vu les léopards au-delà de frontières qui ont vraiment envoyé ces messages forts à l'est de la République démocratique du Congo, et même lors du Conseil de ministres de vendredi, on a vu les membres du gouvernement qui ont posé le même geste en envoyant ces messages forts aux agresseurs et aussi à la communauté internationale pour dénoncer leur silence. Mais le geste posé par les membres du gouvernement est donc critiqué par certains internautes. Un internaute qui écrit en disant « Le gouvernement ne pouvait pas agir de la sorte. C'est le manque de responsabilité vis-à-vis à sa mission. » Mais au nom de quoi il ne pouvait pas agir de la sorte? Pourquoi nous, les Congolais, nous considérons que ce que nous disons, ça doit être considéré comme une parole d'évangile, et que les gens ne peuvent pas émettre des avis contraires, ils ne peuvent pas poser des actes qui soient aussi applaudis par d'autres Congolais. Le gouvernement a tout mis à l'œuvre pour contenir ces mouvements rebelles. La question qu'il faut se poser, est-ce que le gouvernement n'a pas mis à la disposition de nos FARDC des moyens suffisants? Les moyens sont là. Est-ce que le gouvernement n'accompagne pas nos FARDC? Est-ce que le gouvernement n'est pas au CV des populations meurtries, des populations victimes de ces agressions barbares? Le gouvernement est omniprésent. Le gouvernement est là. Est-ce que doit-on condamner les membres du gouvernement qui lancent un message comme tous les autres, parce qu'ils sont citoyens comme nous tous, comme tous les autres Congolais? En faisant cela, est-ce un péché? Je crois que ils sont gouvernement, il y a des mesures qui sont prises pour que la paix revienne définitivement, mais on ne peut pas aussi les empêcher, ou on ne peut pas les empêcher d'exprimer ou de transmettre un message à la communauté internationale par rapport à leur silence. Alors, parlant de la communauté internationale, finalement, c'est depuis que Félix-Antoine Tshisekedi est venu, on parle toujours de la communauté internationale, on dénonce le silence de la communauté internationale. Est-ce que doit-on continuer, les RDC, doit-elle continuer à faire confiance à la communauté internationale? Oui, mais on n'a pas de choix parce que nous sommes dans un concert des nations, nous sommes membres des Nations Unies, nous avons adhéré à beaucoup d'instruments internationaux, notamment de la Cour pénale internationale, de la CIJ, etc., qui est d'ailleurs attachée aux Nations Unies. Donc, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas évoluer en vase clos. Nous ne devons que composer avec les États du monde. Et nous faisons partie de cette communauté internationale, mais nous constatons tout simplement qu'elle est un peu hypocrite dans la mesure où elle n'a pas ouvertement parlé d'une seule voix en condamnant les Rwandais. Alors qu'on a vu ce qui s'est passé en Ukraine, il y avait une mobilisation, hein, les pays se sont mobilisés. Effectivement, mais même à ce niveau-là aussi, des points de vue divergent toujours. Il y a des États qui se sont positionnés derrière la Russie, il y a aussi des États qui soutiennent l'Ukraine. C'est-à-dire qu'il y a cette hypocrisie de la communauté internationale qui nous déçoit un tout petit peu, parce que nous sommes tranquillement chez nous. Nous ne sommes pas allés attaquer un pays de la sous-région ou de la région. C'est nous qui sommes victimes de cette agression. Et ça dure depuis plus de 20 ans. Ça doit s'arrêter. Ceux qui sont en train de tomber, ce sont des citoyens du monde. Ça fait plus de 12 millions de morts. C'est énorme. On ne doit plus continuer à compter des morts. Ces décomptes de morts doivent s'arrêter. Et je crois qu'il faudra faire passer de messages. Il faut que le membre du gouvernement le fasse comme ils l'ont fait, je crois que les plus importants, ce sont des résultats qui vont en découler. Si les résultats vont suivre, on ne peut qu'applaudir plutôt que formuler inutilement des critiques. Alors, aujourd'hui, l'informateur est connu. Ce n'est que le secrétaire, personne d'autre que le secrétaire général du parti présidentiel qui a reçu mandat du président de la République d'identifier
la majorité parlementaire à la Chambre basse du Parlement. Est-ce que vous croyez à la capacité d'Augustin Kabouya d'y arriver? Parce qu'il y a 2 ans, écoutez, qui murmure. Il ne faut même pas parler de la capacité parce que vous savez, moi j'ai toujours dit, si vous avez déjà eu à gérer le parti comme l'UDPS, pour gérer un pays, ça va marcher comme sur des roulettes. Ah. Vous savez, s'il y a une formation politique où les points de vue échangent, les points de vue discutent, où les combattants lambda critiquent la décision de la haute hiérarchie, je parle de l'exécutif, je parle de la présidence, ce n'est qu'à l'UDPS qu'on observe ce genre de comportement. Vous êtes tout le temps critiqué, que vous ayez posé un acte louable ou pas, vous faites l'objet de critiques nourries et le secrétaire général a évolué dans cet environnement-là. Il a su mettre les combattants d'accord. Il est certes vrai qu'il y en a qui sont mécontents pour x, y raisons, qui leur sont peut-être légitimes aussi, mais à l'unanimité, le secrétaire général a le soutien des combattantes et combattants et il a conduit le parti à bon port. Et je crois que pour assumer cette mission qu'il a déjà commencé d'ailleurs en informel, il a commencé à réunir, à rencontrer les présidents des regroupements politiques en tant que secrétaire général qui ont des du parti députés à l'Assemblée nationale, en tant que secrétaire général du parti présidentiel. Je crois que c'est les prolongements tout simplement de ce qu'il a déjà commencé et qu'il avait très bien commencé parce que... Très bien commencé. En effet, parce que déjà, à son niveau, on a pu avoir une idée sur la cartographie politique au sein de l'Assemblée nationale par rapport à la majorité et à l'opposition. Alors comment et je crois que ça va couler comme l'eau des sources dans la mesure où le secrétaire général a les aptitudes qu'il faut, c'est un rassembleur, c'est un homme intelligent, c'est un politique avéré, et je crois qu'il est en bon terme avec tous les acteurs politiques. Je crois que même les 30 jours impartis sont énormes pour lui parce que peut-être dans une semaine, il pourra déjà finir son travail et présenter le rapport. Au sein de l'Union sacrée de la Nation, une nouvelle plateforme qui a vu le jour, PSR, qui est notamment... avec en tête notamment Vital Kamere. Comment est-ce que vous, Francis Chibalabala, vous avez accueilli l'annonce lors de la sortie officielle de cette structure? Voilà, personnellement, j'avais trouvé que la démocratie est en train de suivre son cours normal en RDC. Vous savez, nous ne sommes plus à l'époque où il y a une seule pensée qui prémait. À l'époque où, il y avait ce qu'on appelle le magister dixit, et que quand le maître dit, tout le monde s'aligne. Nous ne sommes plus à cette époque-là. Les avis doivent discuter, doivent échanger. Même si vous êtes contre quelqu'un par rapport à ce qu'il est en train de faire, il est aussi de son droit de le faire. Vous aussi, il est de votre obligation de reconnaître à juste titre ce que l'autre est en train de faire. Moi, personnellement, je n'ai pas vu cela d'un très mauvais œil, dans la mesure où j'estime qu'ils l'ont dit d'ailleurs, les membres de ces regroupements, ils ont dit qu'ils sont en train de soutenir le président de la République. Ils n'ont pas dit qu'ils se sont positionnés dans l'opposition. Pas du tout. Ils soutiennent le président. Il est de leur droit aussi de se regrouper. L'Union sacrée, c'est un ensemble, mais il n'est pas interdit qu'il y ait un sous-ensemble dans l'Union sacrée. Le plus important, c'est de dégager la majorité qui va accompagner le président, au lieu de se retrouver dans une situation comme si nous étions dans un panier de crabes où les gens, chacun s'est battu contre chacun pour bloquer les présidents à travailler convenablement au profit de... Mais Francis Chibalabala, est-ce que vous avez vu comme certains observateurs que c'était une menace généralement de la part de Vital Kamere lors de la sortie officielle de cette plateforme où il brandit les élus, les députés nationaux qu'ils avaient déjà? Non, mais c'est leur droit le plus légitime. Vous savez, nous sommes en politique. En politique, il n'y a que les intérêts qui priment. Ce sont des partenaires politiques. Nous sommes UDPS. Nous n'avons pas pu avoir la majorité au sein de l'Assemblée nationale. Nous devons composer avec le parti qui accompagne les chefs de l'État. Mais si
ils ont des ambitions de briguer des postes ministériels, d'occuper des postes, etc. C'est leur droit le plus subjectif que nous devons respecter. Vous comprenez? Ils ont des élus, les paysages politiques au sein de l'Assemblée démontrent qu'ils ont des élus au sein de l'hémicycle. Il est de leur devoir aussi, ou il est de leur droit aussi, de réfléchir sur la répartition des postes, par exemple. C'est pas un péché, c'est vrai. Ce n'est pas un péché, nous sommes en politique. Ce n'est pas du tout un péché. Alors, nous avons vu des réactions des internautes à travers les réseaux sociaux, la plupart qui ne soutenaient pas l'idée de Vital Kamerhe, qui est notamment parmi les leaders de cette plateforme. Vous avez confiance à Vital Kamerhe? Vous savez, en politique... Si ce n'est pas une question qui vous met Comme mal à je l'ai l'aise. dit, il n'y a que des intérêts qui priment. Hein. Il faut regarder parfois les choses en face. Du moment qu'il se retrouve dans l'action du président de la République, du moment qu'il se retrouve dans la politique menée par les chefs de l'État, je crois que nous ne pouvons que nous arrêter là. On n'a pas besoin de la confiance. Nous savons comment les gens changent de camp en politique, en RDC. On a vécu ça même à travers le monde. On vit ça. La confiance, oui, parce que c'est notre partenaire. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'a pas affiché une attitude qui va dans le sens de mettre en mal la gestion du président, les intérêts des Congolais. Donc on ne peut que lui accorder les bénéfices du doute par rapport à ce que vous venez de dire, par rapport à la confiance. Et le plus important ici, c'est qu'il est aligné derrière la vision du président de la République, derrière la volonté affichée du chef de l'État d'apporter des solutions efficaces aux problèmes des Congolais. Je crois que c'est le plus important. Comme certains, avez-vous vu que pendant la campagne, il n'était pas du tout engagé comme Jean-Pierre Bemba pour la réélection? Il l'était. Comme aussi. il a été aussi en 2018. Il faut parfois reconnaître les mérites des autres. Il ne Merci. faudra pas ici, parce que, comme on dit, qui veut noyer son chien l'acquise des rages, commencer à vous illustrer dans la dénégation la plus totale. Non. Il a participé, il a tout fait pour que le chef de l'État soit réélu, comme d'autres compatriotes, comme moi aussi, à la Tchangou. J'étais coordonnateur adjoint de la campagne du chef de l'État. Nous avons tous mouillé les maillots pour qu'il soit réélu, mais aussi, il faut pas oublier que c'est le bilan aussi du président qui a plaidé en faveur de sa réélection. Mais pendant la campagne, les Congolais avaient l'impression que c'est Félix Tshisekedi lui-même qui a mouillé les maillots pour lui. Non, non, il n'est pas... C'est vrai qu'il On a n'a pas sillonné... senti vraiment cette implication non, pas ou le du tout, travail pas du des tout. Tout le coordonnateurs. monde s'était impliqué. Vous savez, pour avoir les scores que le président a eu à obtenir lors des élections passées, pour que nous assistions à ces triomphes lors des élections passées, cela, c'est grâce, bien entendu, aux apports des uns et des autres. Moi, je parle de moi, par exemple, partout où j'ai passé, j'appelais les électeurs à voter pour moi et à voter pour les présidents de la République. Il est certes vrai que ça n'a pas été suffisamment médiatisé, mais la réalité est celle-là. Autant Vital Kamerhe l'a fait, autant Jean-Pierre Bemba l'a fait, autant d'autres partenaires politiques qui ont accompagné les chefs de l'État l'ont fait aussi. Merci bien, madame, messieurs. Place à un autre dossier de notre rendez-vous de la semaine. On se retrouve juste après pour un autre débat. Dès qu'on publie les résultats, n'est-ce pas? Quand on publie les résultats, le membre du gouvernement devenu député se retrouve dans un cas d'incompatibilité. Pourquoi ils sont dans un cas d'incompatibilité? Nous prenons l'article 100 de la Constitution qui dit « Le pouvoir législatif, donc le pouvoir du Parlement, est exercé par un Parlement composé de 2 chambres, Assemblée nationale et Sénat. Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, le Parlement vote les lois. Or, le gouvernement ne vote pas les lois. Et ils sont devenus parlementaires. Donc, ils sont censés aller voter des lois. Bien plus, ils contrôlent le gouvernement. Donc, un membre du gouvernement devenu député ne peut pas cumuler les 2 fonctions parce que c'est incompatible. Il serait juge et parti. Dans ses missions traditionnelles d'un député, c'est de contrôler également le gouvernement.
Ces pays avaient déjà connu une gestion il y a un temps par des secrétaires généraux. Donc s'ils sont élus députés, ils doivent aller rapidement. Parce que depuis le 20 décembre, le 20 janvier jusqu'à aujourd'hui, ils ont grignoté 16 jours. De 1000 combien je vois, 1000 combien, 1825 jours que comporte le mandat du chef de l'État. Ils en ont enlevé 16. C'est pas normal. Nous comptons déjà le jour. Donc le chef de l'État était élu pour un mandat de 5 ans, il en a déjà consommé, il a consommé 16 jours. Mais quel est le bilan de ces 16 jours? Est-ce qu'il doit travailler avec le Parlement? Ceux qui doivent aller au Parlement tardent encore dans le gouvernement. Ils ont opéré un choix qu'ils assument. Après vérification du quorum, 334 députés ont pris part à cette plénière dirigée par Christophe Mbosso, président du bureau provisoire. Cette plénière est consacrée à la mise en place des commissions spécialisées chargées de vérifier le pouvoir des élus du peuple issus des élections du 20 décembre 2023 en vue de la validation de leur pouvoir par l'Assemblée nationale. Prenant la parole, le rapporteur a procédé à la lecture de répartition de 26 commissions. Pour la commission de la province du Nord Kivu, elle s'occupera de la province du Kwilu, lieu salle de congrès devant, au demi-milieu gauche. Pour la commission de la province du Kwilu, elle vérifiera celle des élus de la province de l'Ituri, lieu salle de congrès devant, à l'aile gauche. Pour la commission de la province de l'Ituri, elle vérifiera celle des élus de la province du Congo central, lieu salle des congrès derrière, à l'aile droite. Pour la commission de la province du Kasaï central, elle vérifiera celle des élus de la province de la Chopo, lieu salle des congrès derrière au milieu. Pour la province du Congo central, elle vérifiera celle des élus de la province du Haut-Katanga, lieu salle des congrès derrière à l'aile gauche. Pour la commission de la province du Kasaï, elle vérifiera celle des élus de la province du Tanganyika, lieu salle des congrès, balcon devant, à l'aile droite. Pour la commission de la province de la Chopo, elle vérifiera celle des élus de la province de la Kwango, lieu salle des congrès, balcon devant, au milieu droite. Pour la commission de la province du Kasaï oriental, elle vérifiera celle des élus de la province du Maniema, lieu salle des congrès, balcon devant, au milieu gauche. Notons par ailleurs que les travaux vont commencer le lundi 5 février prochain. Le président du bureau provisoire, Christophe Mbosso, a ainsi exhorté ses collègues députés à la sérénité du travail, au sens élevé de la discipline, ainsi qu'à la ponctualité. Le président du bureau d'âge a été plus clair, on va constituer les commissions. On travaille sur base du règlement intérieur. Chacun va s'imprégner du règlement intérieur et vérifier les dossiers en tenant compte de ces articles-là de la loi électorale. Et puis, les commissions mettront en place leur bureau. On reviendra en plénière pour faire le rapport. Affaire candidat invalidée par la commission électorale nationale indépendante, la Cour constitutionnelle a donc rejeté toutes les 58 requêtes, donc les unes pour irrécevabilité et les autres jugées non fondées. Alors, les concernés parlent d'un acharnement politique. Acharnement politique? Ouais. Bon, je crois que je ne vais pas rentrer dedans. Personnellement, je crois que la Cour, depuis son installation, s'est illustrée dans un professionnalisme qu'on n'a pas vécu lors de régime passé. Ça c'est vraiment un discours d'une personne du pouvoir, parce que l'opposition parlait autre chose. Les juges de la Cour n'ont pour boussole que les lois de la République. Lorsque la Cour rejette aux juges recevables mais non fondés le requête des invalidés, la Cour s'est appuyée sur des lois existantes, sur des textes de loi.
j'aimerais personnellement que ceux qui parlent d'acharnement nous produisent des textes de loi qui contredisent, bien entendu, les arrêts de la Cour. Bon, c'est vrai que les arrêts de la Cour sont inattaquables, mais je crois que la Cour a bien fait son travail. Ils ne peuvent que s'incliner à la décision de la Cour. Personnellement, je me dis toujours que les Congolais sont bipolaires parfois. Ils ont une attitude, pourquoi vous dites ça? Ils ont une attitude à géométrie variable. Lorsque les décisions leur sont favorables, ils saluent l'action de la Cour. Mais lorsque les décisions leur sont défavorables, ils jettent les discrédits sur la même Cour. Je crois que nous devons être constants. Non, moi je ne l'ai jamais fait. Il y a des décisions pas seulement pour la Cour, mais d'autres décisions. Non, vous savez généralement, quelqu'un qui a perdu, c'est comme l'opprobre qu'on a jeté sur la CENI. Il y a des compatriotes qui ont estimé que la CENI a très mal organisé les élections parce qu'ils ont perdu, mais ceux qui ont réussi estiment que les élections ont été bien organisées. Donc, c'est-à-dire que parfois nous opinons par rapport à ce que nous avons ressenti de l'action soit de la CENI, soit de la Cour. Si les décisions nous étaient favorables, on aurait soutenu la Cour. Puisqu'elles nous sont défavorables, nous ne pouvons que la critiquer. Mais le plus important ici, c'est que la RDC doit continuer à évoluer. Ils ont été invalidés parce que la CENI, avec les experts, ces experts bien entendu, ont conclu qu'il y a eu fraude, etc. Les accusations formulées par la CENI et qu'ils ont été invalidés par la CENI. Je crois que ça appelle quand même à un débat parce qu'il y a des experts, des journalistes qui disent que la CENI s'est basée sur aucune disposition légale en invalidant les candidats, oui. Mais la haute juridiction, c'est quand même une première dans ce pays. Hein. Les processus électoraux passés, plusieurs personnes nécessitent de dénoncer, notamment qu'il y a eu tricherie, qu'il y a eu des machines à voter qui ont circulé, mais c'est quand même une première de voir la CENI de Kadima prendre une telle décision. Je crois qu'on ne peut que saluer la décision de la CENI, parce que vous savez, moi personnellement, j'étais en train de me dire, hein, et qu'est-ce que vous dites? Comment est-ce qu'un élu, quelqu'un qui est proclamé élu, qui n'a pas été valablement élu, est-ce celui-ci va-t-il travailler pour l'intérêt de la population? Vous savez, moi je vous ai dit ici par rapport à mon élection, je trouve que c'est une responsabilité. Je dois mouiller le maillot pour que les conditions de mes électeurs c'est un discours toujours trouvent quand même satisfaction. C'est un discours toujours entendu. Mais si je sais que je n'ai pas été élu, j'avais corrompu, j'avais triché pour me faire élire, est-ce que j'irai réellement travailler au profit de cette population qui ne m'avait pas élu, dont je réclame en être l'émanation? Je crois qu'on doit avoir quand même des élus qui ont été réellement élus. Nous donner les résultats sortis des urnes. C'est ce qui vient de se faire. Et la CENI a estimé qu'il y a eu des fraudeurs. Il les a mis de côté. Je crois que on ne peut que tourner la page et penser à autre chose. Il y a des grands défis qui s'offrent à nous et qui sont devant nous. Nous devons désigner la majorité. Le président doit nommer les premiers ministres. Il faut un gouvernement qui doit être investi à l'Assemblée nationale. On ne peut pas faire le dos rond ou faire du surplace pendant que les Congolais sont en train de mourir à l'Est, pendant que beaucoup de Congolais n'ont pas assez de moyens pour envoyer leurs enfants à l'école, pendant que nous avons des problèmes d'eau, des problèmes d'électricité, des problèmes d'insécurité, etc. Plusieurs femmes meurent en donnant naissance, ça aussi. Par exemple, donc c'est-à-dire que les défis sont majeurs devant nous
Et nous pouvons que tourner la page et regarder dans la direction nous avons qui nous amène vers siéger à la chambre basse du Parlement. Francis Chibalabala, vous avez dénoncé ici le fait que comment est-ce qu'on peut voir quelqu'un qui n'a pas été élu, mais qui se retrouve à l'Assemblée nationale. Vous posez la question, est-ce que la personne va réellement travailler pour cette population dont il est en train de réclamer l'émanation? La qualité des élus qui siègent aujourd'hui à la Chambre basse du Parlement. Pouvez-vous nous en dire quelque chose? Vous les avez vus. Vous étiez avec vous. Je crois qu'on n'a pas encore... on n'a pas encore commencé. Non, mais vous connaissez quand même plusieurs personnes. Oui, en effet, je connais quand même des gens. Parce que là, on retrouve d'ailleurs plus de 20 membres du gouvernement. Il y a quand même des Congolais de haute facture qui sont à l'Assemblée. Et je crois que le travail sera de qualité. Parce que lorsque nous allons mettre en commun nos intelligences, l'amour du Congo, etc., je crois qu'on va produire... On comprend déjà que vous avez opté pour l'Assemblée nationale. Des très bonnes lois. Non, que ce soit national ou provincial, parce que j'attends que mes électeurs me fixent où j'irai siéger. Parce que là, nous sommes en train d'organiser un rassemblement. Je crois qu'au cours de cette activité-là, que je vais me positionner si j'irai siéger à l'Assemblée nationale ou à l'Assemblée provinciale. Donc, il y a quand même des Congolais intelligents, des Congolais épris de l'amour du Congo que j'ai vu dans cet hémicycle. Il y a des Congolais des hautes factures qui sont là, qui vont, je crois que travailler pour l'intérêt de la population et qui vont accompagner le gouvernement en mettant à sa disposition des cadres juridiques qui vont lui permettre de répondre, bien entendu, aux desiderata des Congolais. Alors, parlons de ce travail où aujourd'hui on vous appelle double brassard, si je ne me trompe pas, parce que vous avez été élu à l'Assemblée nationale et aussi à l'Assemblée provinciale. Si vous optez pour l'Assemblée nationale ou pour l'Assemblée provinciale, vous allez laisser qui, votre frère? Pas du tout. Moi, je n'ai mis aucun membre de ma famille comme suppléant. Mon premier suppléant, c'est un combattant de l'UDPS à Sans Fil. C'est mon parsec, il était mon parsec quand j'étais vice-président de l'Assemblée provinciale. Il n'est même pas de ma province. Deuxième vice-président, c'est aussi un combattant de l'UDPS qui n'est pas de ma province non plus. Au niveau provincial, mon premier suppléant est de ma province, mais il n'est pas, c'est pas un membre de ma famille. Il est combattant de l'UDPS. Les deuxièmes suppléants, la même chose. Ah, donc vous savez que moi, personnellement, tous les électeurs, la population de Tchangou clamaient déjà ma victoire. Disaient déjà que Yao Bimanae, il sera élu. Oui, on a vu quand même les masses. Effectivement, parce qu'on a eu le temps. On a eu le temps de préparer notre réélection, de préparer ces élections. Ma victoire était connue d'avance. Non, vous étiez en paix, vous dormez. Non, j'ai travaillé jusqu'au dernier jour. Non, après le processus électoral. Je pouvais mettre quelqu'un de ma famille, mais je ne le ferai pas parce que mon éthique me l'interdit. Parce que ma probité morale me l'interdit. Ou c'est parce que vous avez répondu à l'idée ou à l'esprit d'un document qui a été publié par... Non, le document est advenu après. Moi, j'avais déjà déposé. Et je vous informe qu'au sein de ma formation politique, il y a des élus qui ont placé leurs membres de famille, femmes, enfants, etc. Ça existe. Fouinez, vous aurez les réponses. Vous comprenez? Ils ont quand même désobéi au secrétaire général. Les dossiers étaient déjà déposés. En tout cas, pour la plupart, les dossiers étaient déjà déposés. Mais ils avaient toujours la possibilité d'aller changer. En effet, mais s'ils ne l'ont pas fait, c'est pourquoi... C'est qu'ils ont désobéi quand même à l'autorité. Je ne sais pas, je crois que la hiérarchie du parti va constater tout simplement que il y a des candidats qui sont allés à l'encontre de la mesure prise par elle. Et je crois qu'il y aura certainement des sanctions contestées parce qu'ils ont désobéi aux orientations du parti. Alors, avant de prendre le dernier dossier de ce dimanche, cumul des fonctions. Vous avez suivi, hein, c'est que les Congolais racontent. Tout ça, il y a plusieurs membres du gouvernement, Jean-Michel Samalukonde, dont lui-même, le chef du gouvernement, a été élu. Alors, est-ce que fallait-il que la Cour rappelle à ces élus
qu'ils doivent faire le choix. Ils ont 8 jours pour démissionner. Vous savez, moi personnellement, je trouve que nous sommes en train d'avancer, d'évoluer. C'est-à-dire la démocratie est en train de suivre son cours et nous devons nous adapter à l'évolution de cette société. Je crois que c'est constitutionnel. Lorsque vous vous retrouvez dans une situation d'incompatibilité, vous devez choisir. Mais personnellement, ils ne sont pas encore dans une situation d'incompatibilité parce que leurs pouvoirs au niveau de l'Assemblée ne sont pas encore validés. Jusque-là, nous sommes encore... Je suis monsieur Tibalabala. Parce que mon pouvoir n'est pas encore validé et à l'Assemblée nationale et à l'Assemblée provinciale. Donc, l'incompatibilité court à partir du moment où vous détenez concurremment des fonctions incompatibles. C'est là que... Mais déjà, le travail a déjà commencé à l'Assemblée nationale. Donc, les travails, mais les pouvoirs ne sont pas encore validés. Il y a des commissions qui ont été installées et les commissions ont présenté leur rapport adopté hier. Et je crois que la semaine prochaine, la semaine du 26, la semaine prochaine, il y aura une plénière qui va consacrer la validation des pouvoirs. Parlons quand même... Mais je n'ai pas fini, excusez-moi. Donc, point de besoin de formuler des requêtes pour qu'on vous accorde des traitements des faveurs. Il y a eu des gens avant vous qui se sont retrouvés dans une situation d'incompatibilité et ils avaient opté soit pour l'Assemblée nationale, ils étaient obligés de déposer là où ils occupaient des fonctions. Qu'est-ce qu'ils craignent? Donc on n'a pas besoin forcément que nous, qui sommes des chantres de l'état de droit, que nous commencions à faire la promotion des antivaleurs, que je considère antivaleurs. Parce que quand nous posons un acte en marge des lois de la République, c'est-à-dire nous sommes dans un Far West pratiquement et nous ne pouvons pas cautionner cela. Et qu'est-ce qu'ils craignent alors? Je ne sais pas, mais ils seront obligés de démissionner. Perdre des avantages en tout cas, je ne sais pas. Vous savez, cet argument qui consiste à dire que il a beaucoup travaillé, il n'y a que lui qui peut dans un premier temps. Non, je crois que cet argument ne tient pas la route. Dans la mesure où il y a la continuité de l'État, si le ministre a opté pour l'Assemblée nationale et qu'il a démissionné, il y a un vice-ministre. On peut désigner un autre ministre pour assumer son intérim. C'est-à-dire l'État va continuer à fonctionner, va continuer à avancer. Donc, s'il faut lier justement l'État aux individus, je crois qu'on doit faire des gens de roi dans ces pays pour qu'on soit rassuré qu'il n'y aura pas rupture par rapport à une politique mise en place par eux. Madame, Messieurs, place à ce dernier dossier de ce dimanche. On se retrouve juste après pour un autre débat. Ensemble pour la République a considéré le chaos électoral qui a prévalu comme étant une procédure de désignation frauduleuse du président Tshisekedi ainsi que de sa famille politique à gérer les institutions en dehors de toute volonté populaire. La deuxième chose à retenir, c'est qu'Ensemble pour la République, par respect pour les voix du peuple congolais attribuées aux rescapés de ces hold-up électorales, nous considérons qu'il y a lieu de laisser siéger nos élus parce qu'eux ont été élus, ils n'ont pas été nommés, ils sont rescapés d'un processus de hold-up électoral. Ils siègent pour organiser une opposition républicaine des combats. La troisième chose à retenir, c'est qu'Ensemble pour la République entend immédiatement faire intenter des actions pour l'arrestation de tous les personnels de la CENI qui, à tous les niveaux, se retrouvaient impliqués dans la gestion du dispositif électronique de vote, les fameuses machines à voter. Aussi, Ensemble pour la République exige la libération de nos prisonniers politiques, notamment l'honorable Mike Moukebaï,
l'honorable Salomon Idi Kalonda Dela, mais aussi et surtout le fait de libérer les personnes victimes des harcèlements du fait de leurs opinions, dont les journalistes Stanis Boudjaké. Par ailleurs, Ensemble pour la République exige la lumière sur la mort de l'honorable Chéribert Okende, sur la mort des maîtres Dido Kakisingi, qui ont été assassinés lâchement, et que leurs bourreaux soient mis à la disposition de la justice. Installé lundi 6 février 2024, le bureau provisoire de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, dirigé par le doyen d'âge Amos Mbokoso, assisté de ses deux benjamins, notamment Edith Bahati et Eddie Yeli, a organisé la cérémonie des remises et reprises avec le bureau sortant. Dans sa déclaration, le président du bureau d'âge, Amos Mbokoso, a réitéré sa volonté d'accomplir les missions qui lui sont confiées au cours d'un mois, notamment la validation des députés provinciaux, l'élaboration et l'adoption du règlement intérieur, ainsi que l'installation du bureau définitif. Honorables députés provinciaux, des traditions parlementaires et sur le pied de l'article 14 du règlement intérieur encore en vigueur, le bureau d'âge, qui fait office de bureau provisoire, a 4 tâches essentielles, à savoir la vérification et la validation des mandats des élus, la cooptation des 4 chefs coutumiers devant compléter nos effectifs, l'élaboration et l'adoption du règlement intérieur et enfin l'élection et l'installation du bureau définitif. Comme vous pouvez vous en rendre compte, notre tâche est à la fois immense, ardue et pointue. Elle appelle de nous tous engagement et excellence. Pour ce faire, ce travail devait être de qualité tant au niveau des commissions à mettre en place qu'à celle du bureau d'âge dirigé par votre serviteur et collègue que je suis. En ce qui concerne les commissions à mettre en place, il sera tenu compte des expériences de chacun, de ses compétences, de son expérience, afin de produire un livrable parlementaire très appréciable à tous égards. Notons que sur 48 députés provinciaux que composait cet organe délibérant de Kinshasa, seuls 9 ont été réélus. Dites-nous, quel est le ministre qui vous a flatté par sa façon de faire, si vous n'êtes pas gêné? Le ministre. Oui. Le gouvernement Samarou Condé. Personne? Bon, je crois que dans l'ensemble, le gouvernement a donné les meilleurs de lui-même. On les a appelés le warrior. Ils ont été. Chacun dans son domaine a montré de quoi il est capable. Vous êtes satisfait de tout ce que tous ces ministres ont fait? Du moment que, vous savez, le bilan du président de la République est consécutif aussi aux réalisations des membres de son gouvernement. Si dans le secteur de l'éducation, par exemple, le président a un bilan à présenter, nous devons aussi saluer, c'est lui qui gérait ses portefeuilles. Si dans le domaine de l'électricité, de l'eau, etc., il y a des avancées, on doit saluer l'action aussi du ministre. Donc j'estime que, étant donné que le président a un bilan à présenter et que ce bilan a été construit aussi grâce aux réalisations de ces ministres, donc de son gouvernement, on ne peut qu'affirmer que ces gouvernements, il est certes vrai que les réalisations n'ont pas atteint les seuils de l'acceptable, étant donné que la RDC est dans un fossé incalculable. Ce n'est pas du jour au lendemain ou à un seul mandat qu'on peut changer radicalement la situation des Congolais. C'est un processus. Du moment que nous nous sommes engagés résolument dans ces processus qui consistent à améliorer un tant soit peu la situation de nos compatriotes, je crois qu'on ne peut que saluer. Alors, votre réaction face à la dernière sortie médiatique de Ensemble pour la République? Bon, je crois que pour moi, ça ne me surprend pas, parce que
ils préparaient plus la contestation plutôt que les élections. Depuis que les processus avaient commencé, il était dubitatif quant à la tenue des élections les 30 décembre. Il tirait à boulet rouge sur la CENI, tout simplement parce que la CENI était dirigée par un Kasséen, le président l'est aussi. C'est-à-dire des lits faciès pratiquement. J'estime qu'ils avaient plus préparé la contestation. Malheureusement pour eux, les plébiscites dont a bénéficié le président lors de ces élections ont battu en brèche toutes les élucubrations qu'il faisait dans la presse, etc., dans des salons qui démontraient qu'ils étaient populaires, qu'ils pouvaient battre le président. C'est-à-dire, ils se sont tout simplement rendus compte que la population était tellement mature et que la population avait préféré consolider les acquis, c'est-à-dire voter pour la continuité plutôt que la rupture, et pour se faire un peu une santé politique, ne pas reconnaître, il fallait ne pas reconnaître la victoire du président, jeter les discrédits sur le processus électoral et crier à la tricherie. Entre vous et moi, nous sommes à Kinshasa ici. Montrez-moi un seul bureau de vote. Je ne parle pas des centres. Où Katumbi avait obtenu plus de voix que les présidents de la République. Il n'y en a pas un seul. Donc, mais entre-temps, d'abord, ils ont quand même autorisé à leurs élus de siéger. Mais ce qui nous intéresse, le mot qui intéresse les Congolais, c'est lorsqu'ils parlent des rescapés. Ils les appellent rescapés, alors que pour eux, les autres députés ont été nommés. Non, moi j'ai été élu. Rescapés. Les députés qui ont été proclamés par la CENI ont été réellement élus. Donc, vous n'allez pas dire, vous allez à Tchang, vous n'allez pas dire que Tibalabala a été nommé. Oui, vous êtes nommé. À Machine, vous ne direz pas que Tibalabala a été nommé. Vous comprenez? Si moi j'ai été élu et d'autres collègues qui sont proclamés élus, qu'on annonçait déjà la victoire à l'avance, je crois que la CENI a bien fait son travail. Aujourd'hui, ils acceptent de siéger, mais ils ont contesté les processus électoraux. Je crois que s'ils devaient être logiques avec eux-mêmes, ils devaient carrément faire comme Étienne Tshisekedi, qui avait demandé aux députés UDPS en 2011 de ne pas siéger. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'ils ne sont pas logiques, ils ne sont pas du tout rationnels. Alors, ils sont en train de crier à la tricherie, mais vous voulez légitimer cette tricherie en siégeant à l'Assemblée nationale. C'est vraiment paradoxal, c'est contradictoire. Katumbi n'était pas seul, était avec Matata Mpogno qui s'est retrouvé le seul élu de son parti, le LGD, et qui est avec vous à l'Assemblée nationale. Et depuis lors, il ne dit rien. Non, mais écoutez, madame, vous savez, il faut être de mauvaise foi pour contester la victoire du président de la République. Il faut vraiment être de mauvaise foi. Tous savaient que le président allait les battre. Et les résultats sortis des urnes ont confirmé justement ces pronostics qui étaient annoncés avant les élections. Donc, Matata Mpogno a siégé parce qu'il est élégant, parce qu'il est convaincu que son candidat avait échoué lamentablement. Donc, l'échec cuisant de l'opposition n'est pas une surprise à mon avis. C'était déjà préparé parce que, au lieu de préparer les élections, ils étaient en train de faire les lits de la contestation. Et pendant que vous cherchez à contester, les autres étaient en train de travailler, étaient sur la brèche en train de travailler. Et les résultats que nous avons aujourd'hui sont le fruit d'un travail abattu par les lieutenants du président de la République. Alors, Francis Tchibalabala, nous sommes pratiquement à la fin de ce rendez-vous qui a encore eu le plaisir de vous recevoir. Mais cette question, il y a eu remise reprise à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, comme dans certaines assemblées à travers le pays. Vous étiez vice-président de cet organe à Kinshasa. On vous accuse d'avoir tout emporté, même le bien qui était destiné à l'Assemblée. Qui? Vous, votre bureau. Vous, les bureaux. Oui. Il y a le vice-président et puis il y a le président. Vous avez tout emporté. Moi, mon bureau est là, le bureau est toujours équipé. Il y a eu remise et reprise. Ils ont vu mon bureau. Les fauteuils sont là. Les sièges, les tables sont là. Vous n'avez laissé que ce que vous avez trouvé, c'est l'on les dire.
Mais tout ce que vous avez doté... Ils peuvent amener la preuve ici d'un fonds qui a été alloué à un membre du bureau pour équiper son bureau? Est-ce qu'il peut produire la preuve? Pas du tout. C'est-à-dire, c'est que nous avons trouvé, c'est ce que nous avons restitué. Les véhicules sont là, on a restitué. Contrairement d'ailleurs au bureau que nous avons trouvé, les bureaux Ntsing qui avaient emporté les véhicules, nous avons rendu les véhicules, on a rendu tout ce qu'on a trouvé. Personne n'est parti avec une aiguille de l'Assemblée provinciale. Alors, vous êtes fier du travail abattu? J'ai un sentiment mitigé. Et pourquoi? Parce que je n'ai pas atteint les assignations que moi je m'étais fixées. Et c'était lesquelles? Les missions que je m'étais fixées, c'était de travailler sans état d'âme, sans contrainte aucune, sans pesanteur. Vous avez eu des contraintes? Vous avez travaillé avec état d'âme? Travailler sérieusement pour apporter des solutions aux problèmes des Quinois. Surtout que je suis Quinois de naissance et de vécu. Mais il y a eu des pesanteurs, il y a eu des choses qui ne nous ont pas permis de travailler convenablement. Et pour ça, je garde quand même un goût amer de mon passage à l'Assemblée provinciale. Et qu'est-ce qui vous a Là, je l'ai dit la main sur le cœur. Et je crois que nous devons avoir des députés qui sont épris de l'amour de leurs électeurs. Des députés qui n'ont pour boussole que l'intérêt de leurs électeurs. Et non des députés affairistes qui viennent à l'Assemblée tout simplement pour monnayer. Vous voulez nous dire que pendant votre règne, les députés étaient affairistes? Je ne dis pas ça, mais je dis tout simplement que nous devons avoir des députés épris de l'amour de leurs électeurs, des députés qui sont venus à l'Assemblée, pas pour dormir, pas pour faire les affaires, mais par contre pour travailler pour les intérêts de nos populations qui sont dans des situations miséreuses. Donc, personnellement, ce que je voulais offrir comme travail pour les Quinois, j'estime que ce que j'ai fait n'a pas atteint les seuils de l'acceptable. Qu'est-ce qui vous a manqué? Étant donné que l'accompagnement avait fait réellement défaut. Et là, j'assume mon propos. Quel accompagnement? Soyez clair. Nous sommes une assemblée. Ouais. C'est-à-dire que nous travaillons en groupe, que ce soit au niveau du bureau, que ce soit au niveau de plénière. Vous comprenez? Vous pouvez avoir de belles initiatives. Vous pouvez venir avec des idées pour changer les choses. Mais si vous rencontrez des gens qui ne vous facilitent pas cela, vous allez vous heurter quelque part. Mais où est-ce que ça a bloqué, hein? Vous laissez un peu de suspense. Non, je crois que les Quinois ont eu le temps de scruter chacun des députés. Si nous sommes réélus, c'est parce que les Quinois ont vu l'action ou les actions que nous avons menées à leur profit. Et voilà, ils nous ont renouvelé la confiance. Donc, je trouve personnellement pas orthodoxe de dire que tel collègue, tel autre n'avait pas travaillé, mais seulement j'estime que nous devons, pour cette législature, nous devons donner les maximums parce que la population attend beaucoup de nous. Alors, madame, messieurs, c'est complètement fini pour ce rendez-vous de ce dimanche. Francis Chibalabala, je rappelle que vous êtes désormais aussi député national double brassard, hein, Liko Fiachango, comme on vous appelle généralement, et puis élu aussi à l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour la circonscription électorale de Massina, député de l'Union pour la démocratie et l'hypocrisie sociale. Merci d'être passé dans Info 7. Vous avez donc 1 minute pour vous adresser à cette population qui a eu le plaisir. Voilà, je profite de votre micro pour renouveler mes remerciements à l'endroit de mes électeurs de Massina, mes électeurs de Tchangou en général, qui, pour Massina, m'ont renouvelé leur confiance. Pour la Tchangou, ils m'ont élu pour la première fois. Et laissez-moi vous dire que c'est une responsabilité. Je suis allé à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée provinciale, pas pour dormir, pas pour me pavaner, mais c'est pour travailler pour votre compte. Je connais les problèmes que vous traversez,
je crois que je le fais mien. Je serai réellement votre porte-voix. Et nous espérons que le gouvernement, l'action gouvernementale, va suivre par rapport au plaidoyer que nous formulerons au profit de vous qui êtes mes électeurs. Bonne année à vous tous, bonne année à tous les Congolais, bonne année au président de la République, à son gouvernement, aux députés, etc. Donc, bonne année à vous aussi, je vous remercie. Merci, meilleurs vœux à vous aussi. Et nous espérons que vous n'allez pas dormir comme vos collègues qui dorment déjà. Alors, madame, messieurs, c'est complètement fini. Eh bien, c'est l'heure, je ne cesserai de le dire. Info 7 est une émission de Congo Web Télévision. Info 7, votre émission. Info 7, notre émission. Merci de rester fidèles et les portes de Info 7 restent grandement ouvertes à tout le monde. Et surtout, merci de continuer à nous faire confiance, à nous écrire et à nous faire parvenir vos préoccupations et vos questions. Au revoir et on se retrouve le dimanche prochain pour un nouveau numéro de Info 7. Bye bye.